Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Ces derniers temps, vous avez été nombreux à m'envoyer des liens de vidéos sur lesquels vous souhaitiez que je réagisse. Et donc la vidéo sur laquelle je vais réagir aujourd'hui est une des vidéos que l'on m'a le plus demandé. Il s'agit de lutte contre l'obésité de la chaîne PsychoQuack. Donc avant de réagir à cette vidéo, comme d'habitude, petit disclaimer, je m'appelle Cindy Gagnol, je suis diététicienne comportementaliste spécialisée dans tout ce qui est comportement alimentaire. J'ai déjà pu expérimenter des rééquilibrages alimentaires qui, sur le long terme, m'ont conduit à détraquer totalement mon comportement alimentaire et m'ont conduit à avoir des troubles du comportement alimentaire et à prendre du poids. Donc tout ce que je vais pouvoir dire aujourd'hui lors de cette analyse repose sur mes connaissances actuelles, mon expérience personnelle et professionnelle. Donc c'est parti! Alors j'espère juste une chose, c'est que à la fin de vidéo, tu aies compris à quel point ce dont je vais te parler est compliqué et que ta seule conclusion en fait, c'est qu'on ne connaît pas assez de choses pour savoir traiter l'obésité avec certitude. Traitement pourtant nécessaire, d'une part parce que lié à ton surpoids, on observe une augmentation forte de plein de troubles biologiques tels que le diabète, les cancers, et qu'en plus cela touche énormément de monde dans nos sociétés occidentales. Il y a donc plein de chercheurs, États, professionnels qui ont décidé de se lancer dans la lutte contre l'obésité, avec plein de solutions miracles qui bizarrement ne font aucun miracle, voire empirent l'obésité. Je vais t'expliquer quelques faits sur comment notre corps gère notre poids, parce que cela sera plus facile de t'expliquer ensuite la deuxième partie, les différentes pistes employées pour lutter contre l'obésité. Donc avant de me lancer, je vais te parler du travail fait par ces magnifiques chercheurs qui ont décidé de compiler les facteurs qui vont créer l'obésité chez un individu et de les compiler dans un schéma que voilà. Voilà, si tu veux comprendre pourquoi une personne est obèse, tu remplis toutes les cases et peut-être que tu comprendras pourquoi une personne est obèse. Et encore, cela signifierait que ce schéma représente la vérité, sauf que cela représente juste nos connaissances actuelles du fonctionnement du corps, et on est loin de tout savoir. Conclusion, si quelqu'un te dit qu'il sait comment notre corps marche et qu'il sait comment faire disparaître ton obésité, il te ment, clairement. Au mieux, tu auras un professionnel qui connaît pas mal des mécanismes nutritifs et qui va essayer de les adapter au mieux à ton cas. Mais il n'y a aucune vérité claire et nette là-dessus actuellement. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, c'est à l'heure actuelle impossible de pouvoir promettre à une personne de pouvoir traiter son obésité de manière définitive. Parce que il nous manque plein d'informations et parce que, selon les facteurs, il y a un traitement qui va pouvoir marcher pour une personne, mais pas vraiment pour l'autre. Mais il y a beaucoup trop de facteurs qui peuvent jouer, même si on a mis le doigt sur des facteurs quand même principaux. Donc, c'est tellement complexe qu'il est possible que quand je te parle d'une expérience, t'as un chercheur à côté qui aura fait une autre expérience à peu près pareille qui va dire le contraire. Ça veut donc dire, dans ces cas, qu'il y a un facteur non prévu par les chercheurs qui vient modifier le résultat, et c'est souvent le cas dans les études sur la nutrition. Donc pour bien t'expliquer les pistes de lutte contre l'obésité, on va prendre le temps de comprendre comment ton corps y gère ton poids. Et les chercheurs, ils ont proposé plusieurs modèles. La première idée s'appelle le modèle du set point. L'idée serait que ton corps envoie des informations à ton cerveau sur ton niveau de graisse, et ensuite ton hypothalamus t'enverrait des signaux de faim en fonction de si tu as trop de graisse ou pas de graisse en toi. L'idée dans ce modèle, c'est que ton poids est fortement réglé par la biologie. Le problème de ce modèle, c'est qu'il n'explique pas la forte augmentation du poids dans la population occidentale, car si ce système marchait bien, les gens trop en surpoids ne mangeraient quasiment rien, tellement ils n'auraient pas faim, et le poids se régulerait de lui-même plus facilement. De plus, on note que plein d'expériences ne peuvent être expliquées par ce modèle. La question qui se pose là, en effet, c'est de savoir pourquoi est-ce que, avec ce mécanisme en nous, est-ce que certaines personnes vont quand même prendre du poids? Donc d'après mes connaissances, ça s'expliquerait par le fait que dans notre société actuelle, on nous apprend plus vraiment à être à l'écoute de nos sensations. Et c'est vrai que quand on va prendre du poids, parce qu'on a eu peut-être une mauvaise gestion au niveau des émotions, parce qu'on a eu un traitement médical, parce que il y a pu y avoir une maladie qui est venue feinter un petit peu toutes les sensations que le corps pouvait envoyer, vu que par la suite on met de la restriction pour éviter que cette prise de poids continue, on finit par détraquer notre comportement alimentaire, ce qui fait que on n'est plus vraiment en accord avec les signaux que notre corps nous envoie. C'est comme si notre corps parlait une langue, nous on en parlait une autre, et qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Donc les gens, ils ont proposé le modèle du settling point. Là en fait, ce qui se passerait, ce serait que ton corps chercherait juste à équilibrer les entrées et les sorties d'énergie. Donc ta régulation de ton poids, elle ne vient pas de l'envoi d'infos de ta graisse, mais viendrait d'un calcul que fait ton cerveau entre ce que tu manges et ce que tu dépenses. Si tu dépenses beaucoup, ton cerveau te ferait manger beaucoup, et inversement. Ce modèle expliquerait plus facilement l'obésité. Par exemple, tu bouffes comme un porc à Noël et tu prends 2 kilos.
Mais comme ce qui t'intéresse, ton corps, ce qu'il veut lui, c'est pas ton poids, mais qu'il l'équilibre entre l'entrée et la dépense, eh bien tu vas rester avec 2 kilos de plus, car en février, tu auras repris un équilibre entre les entrées et les sorties, donc ça va à ton corps. Ce modèle explique mieux l'apparition de l'obésité, mais il explique très mal la part génétique dans ton poids, et n'explique pas certaines compulsions alimentaires. Par exemple, selon ce modèle, si tu fais un gros régime restrictif, tu perds 20 kilos, il suffirait après de rééquilibrer entrée et sortie, et pouf, tu maintiens ton poids. Sauf que non, après une forte privation, on voit souvent une explosion des entrées de nourriture et une obsession pour la nourriture. Donc les chercheurs, ils ont fait un mélange des deux modèles. En fait, tu n'aurais pas un set point de poids clair et précis, tu aurais en fait une tranche de poids vers laquelle ton corps y tendrait, et qui varierait fortement entre les individus. Et cette tranche serait biologiquement déterminée. Les facteurs extérieurs environnementaux y moduleraient énormément ce poids dans cette tranche, et là où on expliquerait l'obésité, c'est qu'en fait, la part en toi biologique, ton plafond de poids génétiquement déterminé, il serait en fait trop faible et pourrait être pété par des facteurs de ton environnement, comme une bouffe trop riche ou des problèmes de comportement alimentaire. Par contre, quand tu essaies de passer en dessous du poids que ton cerveau aime, là les mécanismes seraient très forts, les mécanismes biologiques, et donc t'empêcheraient de maigrir. Donc en fait ici on a un mélange des deux modèles, on aurait une part génétique de ton poids où ton corps est à l'aise, sauf que le plancher serait très solide, et donc ton corps réagirait très fortement à une baisse drastique de ton poids pour que tu en reprennes vite, et que le plafond serait assez faible, et que donc que ton environnement pourrait facilement venir péter le système de base, qui te ferait ne pas prendre trop de poids, pour rester dans tes tranches de poids de base. Ça expliquerait l'obésité, mais aussi le fait que ton corps puisse tendre aussi vers un poids d'équilibre. C'est sûr que c'est un sujet qui est tellement controversé que c'est compliqué de savoir qui détient la vérité. C'est pour ça que tout ce que moi je peux vous apporter dans les vidéos comme lors des consultations, c'est des outils que moi j'ai appris pour pouvoir normaliser mon comportement alimentaire. Mais concernant cette histoire de poids, on est bien d'accord que la science, les recherches évoluent tous les jours et que personne ne peut prétendre détenir la vérité. Chacun a sa propre vérité. Moi, actuellement, ma vérité, c'est de pouvoir me dire que on a tous un poids d'équilibre qui peut varier en fonction de notre histoire de vie, de notre histoire de poids, et que on ne peut pas promettre à quelqu'un de retomber au poids qu'il faisait il y a 10 ou 15 ans parce que son poids d'équilibre a pu monter au fil du temps. Et je suis d'accord pour cette histoire de poids d'équilibre qui n'est pas fixe sur un nombre bien précis, mais dans une fourchette dans laquelle on va varier toute l'année. L'une des hormones qui régule ta faim, c'est la leptine. Et on a montré que chez le rat, la leptine régule la faim si le rat est trop gras. Ces cellules adipeuses, ces cellules de graisse, vont produire pas mal de leptine s'il est trop gros, il aura moins faim, il va maigrir. Un peu comme le modèle du set point l'explique. Sauf que chez les personnes obèses, on voit qu'ils ne sont pas sensibles à cette leptine. Donc l'un des mécanismes biologiques qui est censé réguler leur poids en diminuant leur faim, selon le gras de leur corps, ne marche pas. Donc la leptine, vous l'aurez compris, c'est ce qui favorise l'arrivée de la satiété. On va dire que c'est l'hormone de la satiété. Et pour moi, ce qui pourrait expliquer que chez certaines personnes, ce mécanisme de leptine, c'est-à-dire cette sensation de diminution de faim, ne soit pas si efficace que ça, dans le sens où la personne ne va pas avoir moins faim, ce qui pourrait lui permettre de retomber à un autre poids, ça pourrait être tout simplement d'une, qu'il y a un problème au niveau du comportement alimentaire qui fait que la personne ne pourrait pas être capable de détecter ces signaux-là. Et pour la deuxième, ce serait que le poids d'équilibre serait celui que la personne fait, ce qui expliquerait que la personne ait quand même des sensations de faim et que le corps s'équilibre par rapport à ce poids d'équilibre-là et pas par rapport au poids que la personne souhaiterait faire qui est plusieurs kilos en dessous. Avant de se lancer sur les pistes sur l'obésité, j'ai encore quelques faits à t'expliquer. On prend ton cerveau. Il y a plusieurs fonctions à comprendre. D'une part, tu as la gestion de tes besoins énergétiques qui contrôle ta faim, ton impression d'avoir assez mangé, c'est-à-dire en fait ta satiété. Ensuite, tu as ton système de plaisir qui est connecté à tes besoins. On a remarqué par exemple que plus tu prends du plaisir en mangeant, moins tu as faim par la suite. Parce que ton corps a mieux compris qu'il avait mangé. Ensuite, tu as un système de recherche, en anglais on appelle ça le système du wanting. C'est celui qui te met à la recherche des éléments que ton cerveau souhaite. Par exemple, tu as très faim, donc ton cerveau se met à vouloir de la nourriture, et alors tu deviens plus sensible à la nourriture et ton cerveau dirige son attention dessus, ce qui peut donner des obsessions pour la nourriture. Pendant longtemps, on a lié le wanting et le liking, sauf qu'on a compris qu'en fait les deux sont indépendants, qui ne sont pas liés par le même système biologique, et qu'on peut même rechercher très activement comme un addict des choses que l'on va pourtant détester. Ensuite, tu as ton système exécutif.
avec des fonctions avancées de ton cerveau comme le contrôle de soi, l'inhibition. Donc, dans un monde parfait, tout travaille bien ensemble, tu aurais besoin de prendre de l'énergie. Ton cerveau se met en recherche, tu bouffes, t'es content et tu n'as plus faim et tout se régule bien. Sauf qu'il y a plein de choses qui vont clocher. Déjà, tu vois que des fois, des gens, ils essaient de contrôler leur faim. Ils essaient de contrôler ce que leur cerveau recherche. Et on remarque que cela donne chez la plupart des gens, c'est que cela va augmenter la réponse de recherche de ton cerveau qui va devenir obsédé par le fait de bouffer et que rien que le fait que tu essaies de contrôler la bouffe va créer des compulsions alimentaires. Donc ne pas écouter tes besoins entraîne des modifications physiologiques qui vont te faire grossir sur le long terme, en te faisant manger plus. Et on s'arrête pas juste là. En plus, t'as bien remarqué que des fois tu n'as pas faim et tu manges le gâteau que t'as devant toi. On appelle ça une faim hédonique. Et en théorie, on se dit alors que tu devrais te retenir de manger quand t'as pas faim. Je vais juste faire le lien par rapport à ce que je peux dire dans d'autres vidéos, c'est que là il s'agit d'une envie de manger et pas d'une sensation de faim. Je pense que vous l'aurez compris, mais c'était juste au cas où. Sauf qu'on a remarqué que si tu essaies de bloquer ton cerveau qui recherche le gâteau, tu risques aussi de créer une compulsion et avoir ton corps qui va se rébeller. Donc en gros, ton cerveau, il est en général plus fort que toi. Il y a des rares cas où le système de contrôle, il gère tout sans problème, sans compulsion, ce sont les anorexiques. Donc imagine ce que c'est d'être obèse. D'une part, tu as ton système de faim qui est flingué, car ton insensibilité à la leptine ne lui fait pas comprendre que tu as plein de graisse dans ton corps. Donc tu as autant faim que les autres, voire plus. Ton cerveau est alors en recherche de bouffe, et là les expériences montrent que la recherche de bouffe est plus importante chez les personnes obèses. En plus, on sait que si tu essaies de te retenir et de retenir tout ça en te forçant à pas manger, tu vas créer des compulsions et tu vas bouffer comme un porc. Et donc ce qui pourrait expliquer qu'on n'arrive pas à perdre du poids, c'est que en cherchant à se restreindre et à ne pas forcément écouter son corps, on finit par ne plus détecter les signaux que le corps peut nous envoyer et à se repérer sur des règles mentales que l'on nous a données ou que l'on s'est fixées, plus que par rapport aux signaux que notre corps peut nous envoyer. Et vu qu'on a besoin des signaux de notre corps pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on doit faire en fait, ça va être compliqué pour nous de pouvoir permettre au poids de s'équilibrer ou de diminuer ou de pouvoir réagir en fonction des besoins de notre corps, parce qu'on va très souvent à l'encontre de ce que notre corps nous aurait dit. C'est pour ça qu'en donnant un menu avec des quantités à respecter à deux personnes qui font le même poids et qui toutes les deux veulent perdre du poids, ça fera perdre du poids chez l'une et peut-être prendre du poids chez l'autre. Ça reste de la théorie et c'est pour ça que c'est important de pouvoir écouter ce que notre corps nous dit. Mais c'est pas pour autant que le poids va éventuellement descendre parce qu'il y a cette histoire de poids d'équilibre où on sait pas trop où il se situe. Et en effet, chercher à contrôler nos apports caloriques et les aliments que l'on ingère, ça va avoir pour conséquence d'augmenter les compulsions, les envies, ce qui sur le long terme va du coup provoquer une reprise de poids et parfois même plus importante parce qu'en plus il y aura cette histoire de perte de repères par rapport aux signaux que le corps peut nous envoyer. Une deuxième piste que les gens ont investiguée, c'est pas la quantité de calories ingérées, mais la qualité de la nourriture. L'idée, c'est que plus tu manges une nourriture densément calorique, plus ça détraque ton système de régulation de ton corps. L'idée vient d'expériences sur la souris où on leur fournissait une nourriture fortement concentrée en calories et on voyait une augmentation de leur poids et une appétence de plus en plus forte pour les nourritures riches. On leur reproposait ensuite une nourriture de base et elles reprenaient une régulation de leur poids normal et perdaient leur poids spontanément. Conclusion de ce type de recherche, plus tu manges une alimentation à forte valeur calorifique, moins ton cerveau se régule. Moi j'ai une question qui se pose par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai pu apprendre dans la formation, ce que j'ai pu vivre personnellement et ce que mes patients peuvent vivre, c'est que si réellement le fait de manger hyper calorique c'était responsable de l'obésité, la question que je me pose c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui souffrent de surpoids et d'obésité mais qui mangent équilibré et qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que malgré le fait qu'ils mangent équilibré, pourquoi est-ce qu'ils prennent du poids? Alors que, à l'inverse, quand on commence à travailler sur le comportement alimentaire, pourquoi est-ce que, à ce moment-là, quand ils vont manger plus d'aliments caloriques sur une faible période, parce que justement ils se sont privés très souvent de ce genre d'aliments, pourquoi est-ce que la plupart arrêtent de prendre du poids, voire même en perdent? C'est ça qui me pose question, parce que on a beau me dire que ce que je dis c'est des conneries, mais ce que j'essaye moi de mettre en place dans ma pratique, comme ce que je peux vous expliquer dans les vidéos, c'est vraiment un mélange de connaissance du BTS diététique, de connaissance du travail comportemental et des expériences que je peux vivre et que vous aussi vous pouvez éventuellement vivre. J'essaie de faire un mélange de tout ça et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Je peux entendre ce genre de réflexion là parce que je les ai appris en BTS diététique, mais à côté de ça,
pourquoi est-ce que moi, mon expérience au niveau comportemental et l'expérience de mes patients montrent l'inverse. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je suis pas forcément d'accord avec cet aspect-là, malgré certaines études qui peuvent peut-être prouver le contraire. Certaines études vont montrer que c'est très très bon de se restreindre. L'expérience, moi, m'a montré le contraire. Donc, les études, ça a du bon, mais c'est bien parfois de prendre du recul sur les études qui sont faites pour vraiment se baser sur son expérience perso et puis l'expérience des autres pour avoir un aperçu un petit peu plus global qu'une étude. Une étude, je pense que c'est bien pour donner un axe de réflexion, une piste, un petit peu comme moi ce que je vous donne dans les vidéos, c'est des axes de réflexion qui vous permettent de vous ouvrir à d'autres possibilités. Troisième idée, c'est l'activité physique. Toujours dans la logique de faire une différence entre tes apports et tes sorties. Bon, en théorie, l'idée est bonne. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit. En fait, c'est toujours pareil. Si tu augmentes les sorties, ton cerveau va chercher l'équilibre et augmenter les entrées. Et encore, ça, ce mécanisme, il n'est pas encore bien connu. Je te laisse un article pour que tu vois que c'est encore plus compliqué que ce que je vais t'expliquer. Donc, selon cette logique, le sport, ça servira à rien pour la perte de poids. Et l'argument, oui, mais tu fais du muscle, donc ça coûte plus d'énergie, donc tu maigris. Ben non, ça marche pas non plus, parce que ton corps, il s'adapte, il bouffe en fonction de la dépense de tes muscles. Par contre, on a remarqué qu'à partir d'un certain nombre de dépenses d'énergie, ton corps ne s'adapte plus assez pour compenser la sortie d'énergie, et que donc là, le sport commence à t'aider à te faire perdre du poids. Et donc, ils ont tenté de calculer combien il fallait faire de sport pour que ça commence à te faire perdre du poids, et on arrive à un chiffre de 3-4 heures de sport hebdomadaire d'intensité moyenne, pour que cela t'aide à perdre du poids. Donc bonne chance pour y arriver si t'as un boulot prenant ou des enfants. Est-ce que ça veut dire qu'en dessous, ça sert à rien de faire du sport? Je fais une pause parce que là, il dit 3-4 heures, mais je pense qu'on peut largement augmenter le nombre d'heures nécessaires pour pouvoir permettre au corps de perdre du poids et de pouvoir créer un petit déséquilibre pour permettre justement cette perte de poids au niveau des apports et des dépenses. Bah non, parce qu'une activité physique, au moins, ça t'aide à limiter les dégâts sur ton cœur, par exemple de la graisse. Mais il faut pas compter dessus pour perdre du poids si tu t'y investis pas énormément. Il faut l'utiliser pour autre chose. Faire une activité physique, je ne parle pas de sport en tant que tel, mais avoir une activité physique, ça va être quand même hyper important. Vous avez besoin que votre corps soit en mouvement pour qu'il puisse être en bonne santé. Là, je pense que avec le confinement, vous avez pu vous rendre compte que si vous avez un petit peu moins bougé, bah vous avez sûrement eu un petit peu plus de douleur par rapport à d'habitude. En tout cas, moi, ça a été mon cas parce que j'ai pas spécialement fait de sport pour pouvoir compenser mon manque d'activité physique par rapport à avant le confinement. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir un peu plus de douleur qu'avant parce que je bouge moins. Et c'est vrai que plus on avance en âge et moins on pratique une activité physique, et plus c'est compliqué d'être en pleine capacité de se mouvoir, quoi. Le sport, ça aurait aussi un super impact pour tout ce qui est de problèmes sur le cholestérol, la tension et puis la glycémie avec le diabète. En plus de ça, l'activité physique va aussi vous permettre de pouvoir mieux gérer vos émotions parce que ça va vous permettre d'avoir un certain équilibre au niveau des hormones émotionnelles. Ce qui vous conduira de manière indirecte à limiter aussi vos envies de manger qui sont là à la base pour réguler justement ce taux d'hormones-là parce que le corps a besoin d'un plan B et que le plan B, ça a été la nourriture. La piste principale que l'on utilise depuis des dizaines d'années, et souvent les chercheurs les renient sous l'appellation de lifestyle intervention, qui permettent effectivement de faire perdre presque 10% de leur poids aux obèses, qu'ils auront repris 5 ans après avec ces interventions. Conclusion, si tu comptes faire maigrir un obèse avec mange moins, mange mieux et bouge plus, ça va foirer. Chaque mot de la phrase que je vais dire est important. Manger moins, manger mieux et bouger plus seul ne sert à rien pour les obèses. Je ne dis pas que cela sert à rien du tout, je dis juste qu'il faut aussi aller chercher ailleurs le traitement de l'obésité en complément et qu'il y a d'autres choses à prendre dans ton comportement alimentaire pour rendre cela efficace. Donc les chercheurs, du coup, comme ça marchait pas assez, ils ont cherché d'autres voies. La quatrième voie, c'est l'utilisation des hormones liées à l'appétit, plus particulièrement les peptides, dont font partie les leptines. Comme chez les obèses, on observe par exemple une insensibilité aux leptines, qui est un type de peptide, ce qui augmente trop fortement leur appétit. On pourrait leur balancer plein de leptines pour que leur appétit soit régulé, comme une personne lambda, et ils perdraient alors du poids. C'est une piste en effet que les chercheurs tentent d'explorer pour éventuellement donner des gélules de leptine. Je grossis un peu le truc, mais ça permettrait en fait aux personnes qui ont des problèmes de poids de pouvoir diminuer leur appétit tout en écoutant les signaux que leur corps leur envoie et de perdre du poids grâce à ça. Le problème, c'est qu'une hormone dans ton corps, elle a toujours impliqué dans 10 000 processus. La leptine, par exemple, on l'utilise aussi pour nos fonctions reproductives. Donc c'est toujours très compliqué de mettre en place de tels traitements,
Mais c'est une piste qui paraît de plus en plus utile au fur et à mesure qu'on comprend qu'une personne obèse, elle traite pas les petits appétits comme une personne lambda, et qu'il y a déjà des dérèglements dans son appétit qui lui donnent plus envie que les personnes lambda. La cinquième piste, c'est les chirurgies bariatriques. Alors tu en as 3 types. Le bypass où l'on modifie ton système digestif mécaniquement, la sleeve où l'on t'enlève une partie de ton estomac, et l'anogastrique qui réduit les entrées dans ton estomac. Actuellement, c'est la méthode qui a eu les résultats les plus importants, avec en moyenne 20 à 30% de perte de poids. Le problème, c'est que pas mal des patients opérés reprennent du poids, et le résultat est assez logique vu que l'on a vu que le comportement alimentaire, c'est multifactoriel. Donc c'est une méthode efficace contre l'obésité, mais il faut faire attention à ne pas croire que ça fait des miracles. Le poids peut se reprendre après. C'est pas une opération à prendre à la légère et on ne peut pas rêver les résultats. Pas mal de patients, alors quand je dis pas mal, tout est relatif, mais plus que ce que moi j'aurais eu en tête par rapport à cette fameuse chirurgie bariatrique, j'ai pas mal de patients qui reviennent me voir parce qu'ils ont subi 2 opérations bariatriques et qui, malgré ça, ont repris tout le poids, voire même encore plus que ce qu'ils avaient au départ. Et c'est vrai que ça a été hyper impressionnant les premières fois où j'ai reçu ce genre de patient en cabinet parce que moi qui sortais de mon BTS diététique où j'avais en tête que chaque opération était une réussite, je me suis dit waouh, ok, donc en fait il y a un réel souci et c'est pour ça que ça va être hyper important dès le départ, avant d'entamer une opération bariatrique, d'au moins travailler sur son comportement alimentaire pour être au plus proche des besoins de son corps. Après il faut pas oublier non plus qu'avec cette histoire de poids d'équilibre, donc de 7 points, si le poids d'équilibre était en haut, le corps va emmener, quoi qu'il arrive, le poids à retourner sur ce poids d'équilibre-là. En tout cas, c'est une piste que les chercheurs aussi ont pu explorer. Ce qui pourrait expliquer qu'une personne qui a travaillé sur son comportement alimentaire avant, pendant et après donc l'opération bariatrique, certaines personnes dont le poids d'équilibre en fait était en dessous, l'opération ça a donné un coup de pouce et qu'en travaillant sur le comportement alimentaire, elles ont réussi à maintenir ce poids en dessous de ce qu'elles avaient au départ parce que le poids d'équilibre était plus bas et qu'elles ont réussi à le retrouver, et que certaines personnes, malgré le fait d'avoir fait l'opération et d'avoir travaillé sur son comportement alimentaire, va finir par quand même retourner sur ce poids-là. C'est pour ça qu'en ayant toutes ces infos et ces hypothèses-là en tête, c'est important de ne pas prendre ces opérations à la légère et qu'il faut vraiment les réserver, d'après ce que moi je pense, que pour des cas où vraiment là c'est vital et ça met la santé de la personne en jeu. Il faut absolument qu'elle perde du poids le plus vite possible. La 6e piste, c'est l'alimentation intuitive. Alors, l'idée de l'alimentation intuitive, c'est de diriger ton comportement alimentaire en fonction de tes sensations internes, comme par exemple tes signaux de faim. Le but premier de pas mal des programmes d'alimentation intuitive, c'est pas de perdre du poids, mais plutôt d'avoir un rapport différent à la nourriture et de réduire les comportements alimentaires anormaux comme l'hyperphagie ou la boulimie. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que ça fout sur la vidéo sur l'obésité du coup? Puisque les obèses, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils perdent du poids. Eh bien, c'est parce que dans pas mal de ces programmes, les gens ils perdent du poids ou n'en prennent pas. Ce qui est pas mal, car si une personne obèse n'avait pas pris de poids, elle ne serait pas obèse. Et là, tu vas me dire, c'est pas logique. Puisque les obèses, ils ont un appétit trop fort, qu'en plus ils ont une faim hédonique plus forte. Normalement, s'ils écoutent leurs sensations, ils vont grossir encore plus. Eh bien en fait, il y a plusieurs pistes explicatives qui feraient qu'avec l'alimentation intuitive, des gens perdent du poids. La première, c'est que de retenir et de contrôler ta nourriture augmente le risque de compulsion et donc de gros craquage sur la bouffe. Imagine, toute la journée, t'es entouré de magnifiques gâteaux et t'as vachement envie d'en manger. Et bien si tu passes toute ta journée à essayer de te contrôler, on sait qu'à un moment donné, ton système de recherche de bouffe, il va péter, il va te faire jeter sur tous les gâteaux. Et tu finis par bouffer énormément et prendre du poids. Donc l'idée de l'alimentation intuitive va te réguler, car si tu sens que tu veux le gâteau, tu vas le manger et tu n'as pas de compulsion par la suite. Donc plus tu acceptes de manger, moins tu manges au final. Et là tu vas me dire, oui mais si je bouffe comme ça, je vais bouffer tous les gâteaux. Je pourrais pas me retenir de bouffer tous les gâteaux, et mon corps il va me dire de bouffer tous les gâteaux, et je serai obèse. Eh bien non, car l'alimentation intuitive elle se centre aussi sur tes sensations quand tu manges, ce qui va modifier ta façon de manger. Sache que si tu manges devant la télé, tu vas manger plus que si tu mangeais sans la regarder. Et tu vas manger encore plus au repas d'après. Si tu manges avec des gens, tu augmentes ta prise alimentaire de 24% à peu près. Et pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que ta faim elle est régulée fortement par tes sensations buccales et par ton plaisir. Là, il parle notamment du rassasiement. Plus tu fais comprendre à ton cerveau que tu es en train de répondre à ses besoins, et moins tu manges. C'est pour ça que tu retrouves plein de méthodes de méditation dans les programmes alimentaires, justement pour apprendre à te comprendre ce que tu manges,
à sentir ce que tu manges, ça va modifier ton rapport à la bouffe, parce que tu vois bien qu'à l'apéro, tu bouffes tous les gâteaux, hein, mais si tu te concentrais dessus, bah tu te rendrais compte que les biscuits apéro, c'est quand même sacrément dégueu. Hein. C'est pour ça que c'est hyper important de travailler aussi sur de la pleine conscience. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas réceptives à la pleine conscience, à la sophro, à la relaxation, mais là le but c'est pas de se détendre, c'est vraiment de prendre du temps pour se recentrer sur soi et sur son corps. C'est un temps qui est vraiment indispensable pour pouvoir détecter les signaux que notre corps nous envoie et être concentré sur nos sensations alimentaires. Et par rapport au schéma, il y avait marqué ghrelin plus, faim moins, c'était leptine plus. Il a fait la correction lui dans sa barre d'infos. Donc là, je vous le dis au cas où vous n'auriez pas regardé sa barre d'infos, au cas où vous n'alliez pas regarder sa vidéo à lui. Bref, c'est quand la leptine augmente, la faim diminue. Et la leptine, c'est l'hormone de la satiété. La ghrelin, c'est l'hormone de la faim. Et effectivement, ce qu'on observe souvent, c'est qu'à force de se concentrer sur un certain type de bouffe, tu t'en écœures. Parce qu'au bout d'un moment, ton cerveau comprend que c'est bon, t'as eu ta dose. Donc, pour lutter contre l'obésité, l'alimentation intuitive, elle a permis de comprendre que tu pourrais aussi le faire en prenant le temps de manger, de te faire plaisir, et de pas te retrouver à bouffer comme un porc sans même faire attention à ce que tu manges. Parce qu'on sait très bien comment ça se passe quand tu fais gaffe à la bouffe chez toi. Après, dès que ta femme elle a le dos tourné, tu vas bouffer toute la plaquette de chocolat à toute vitesse. Dans l'alimentation intuitive, le but c'est de changer ton comportement en te faisant bouffer avec plaisir ton chocolat en l'assumant pour éviter la compulsion derrière, et que ton cerveau comprenne bien que tu as mangé. Là je vais rebondir sur un point sur lequel c'était compliqué de faire attention dans la vidéo parce que si on est en train d'écouter ce qu'il dit, on peut pas vraiment lire ce qu'il y a de marqué, et si on lit on n'est pas en train d'écouter, donc en général là ça voudrait dire qu'il faudrait mettre pause sur la vidéo. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai écouté, j'ai mis pause et je suis revenue un petit peu en arrière, et en fait juste en dessous quand il disait tout ça, il y avait marqué qu'il y avait débat sur ce quoi se basent réellement les gens en alimentation intuitive, parce qu'on voit qu'ils sont plus sensibles à des variables environnementales comme la taille de l'assiette, ce qui suggère qu'ils écoutent peut-être plus leurs envies que leur sensation de faim. Et ça fait référence à une vidéo que je vais vous mettre là, où justement je parlais de cette histoire de diminution de la taille de l'assiette. Je vous expliquais que diminuer la taille de l'assiette, c'est pas forcément une solution en soi quand on cherche à manger de manière intuitive, en tout cas sur le long terme, parce que vous allez psychologiquement vous référer à cette taille de l'assiette, alors que ce que vous devez faire en réalité, c'est vous concentrer sur les sensations que votre corps vous envoie. Et c'est pour ça qu'en général, je préfère conseiller mes patients de se servir une plus grosse assiette et de s'arrêter quand elle n'a plus envie de manger, mais de ne vraiment pas se référer à la taille de l'assiette, quitte à manger à même le plat pour éviter d'avoir une assiette, mais de pouvoir vraiment se concentrer essentiellement sur son corps, parce qu'après avec cette histoire d'assiette on n'est plus sur de l'alimentation intuitive, on est encore sur un repère en quantité. Et la dernière piste pour lutter contre l'obésité, c'est les psychothérapies. Ok, déjà, si tu prends les hyperphages boulimiques, on les trouve fortement chez les obèses. Ensuite, tu as la dépression qui détruit ta régulation alimentaire. Puis tu as tous les psychotropes qui modifient ton poids. Donc à la base, la pathologie psy, ça aide pas ton poids. Mais le plus important, ce qui concerne tout le monde, c'est que plus le stress est important, plus les chances de prendre du poids sont importantes. Le stress, c'est un facteur très important dans la prise de poids et qui a été pas mal étudié. Le stress, ça va donc faire référence à le gros package émotionnel qui pourrait être responsable donc à une mauvaise gestion des émotions, et donc du fait d'avoir plus d'envie de manger, qui fait que le corps aurait à aucun moment la possibilité de se réguler, parce qu'on mangerait essentiellement par envie et non plus par faim. Par exemple, dans la prise de poids liée à l'arrêt de la cigarette, on a remarqué que le stress qui augmente avec l'arrêt de la cigarette augmentait ta prise alimentaire. C'est pas juste une question de la cigarette, ça coupe faim. Aussi, le fait qu'on se foute de ta gueule quand t'es gros augmente ton stress et ta prise alimentaire. Donc, t'es gros, on se fout de ta gueule, t'es encore plus gros. Un autre facteur important, c'est le fait de réfléchir en tout ou rien. Ça joue sur la prise de poids. Logique. Tu prends une personne qui est nuancée. Elle bouffe correctement, mais elle fait un gros repas de Noël. Bon, elle continue sa vie et spontanément, la plupart du temps, son corps se régule ensuite par la suite. Prenons une personne qui est en tout ou rien. Donc elle bouffe beaucoup, elle se dit que c'est horrible, qu'elle a foutu sa ligne en l'air, donc elle se limite, ce qui crée des compulsions. Elle se sent coupable, donc augmente son stress et un mauvais rapport à la nourriture. Elle a pas de plaisir et pouf, plus de chances de prendre du poids. Pareil pour le sport. Si tout à l'heure, quand je t'ai parlé du sport, tu t'es dit « Ah bah du coup, moi je fais pas 3 heures de sport, donc ça sert à rien, donc je vais arrêter. » Bah tu fonctionnes en tout ou rien. Car même si c'est 1 heure, bah ça aide ton corps dans plein d'aspects, et en plus ça t'entraînera pour le jour où tu auras envie d'augmenter les doses. C'est plus facile de monter en haut de la montagne si tu as déjà fait une partie de la montagne. Donc essayer de maigrir, ça va passer par une réorganisation de ta vie pour moins de stress,
ce qui parfois prend du temps quand tu as des traumas ou une mauvaise gestion de ta personnalité. Et pour rebondir sur cette histoire de personnes nuancées, c'est vrai que avec les patients, quand on fait leur parcours de vie, leur parcours de poids, je remarque que chez beaucoup, au tout début, avant qu'ils se soient lancés dans de la restriction, dans des régimes, dans des rééquilibrages ou ce genre de choses, il y a des périodes où, par exemple, je vais prendre le cas d'une patiente qui est partie pour ses études à l'étranger pendant quelques mois. En étant à l'étranger pendant quelques mois, le poids est pas mal monté, ce qui a fait qu'elle a eu un petit peu peur, et quand elle est revenue chez elle, au bout de quelques mois, le poids est revenu à la normale sans avoir absolument rien fait pour que le poids descende. Ce qui montre bien que là, à ce moment-là, la personne était totalement à l'écoute de soi, avait un comportement tout ce qu'il y a de plus normal. Le poids d'équilibre n'était pas monté, donc elle a pu revenir à son poids de manière totalement normale, sans y mettre de restrictions, sans devoir retravailler son comportement alimentaire, parce que déjà, de base, elle avait un comportement alimentaire normal. Ce qui s'est dégradé par la suite, parce que par la suite, il y a eu une histoire de mauvaise gestion émotionnelle, un petit peu comme cette histoire de voyage à l'étranger, qui là, à ce moment-là, a été contrée avec de la restriction, parce que voilà, on nous bombarde tellement l'esprit sur ça qu'à un moment donné, on finit par plonger dans de la restriction, dans des régimes, dans des rééquilibrages alimentaires, et là, son comportement alimentaire a commencé à se détraquer un petit peu, et puis après, le poids a continué d'augmenter jusqu'au moment où la personne est venue me voir pour qu'on remette tout ça d'aplomb. Donc pour faire un point de cette vidéo, c'était hyper intéressant, donc merci de m'avoir conseillé de réagir à cette vidéo, ça change un petit peu des autres vidéos React que je peux faire, parce que là, ça nous permettait de pouvoir explorer un gros panel de tout ce qui peut être dit en fait sur le sujet, parce que chacun détient sa vérité qui n'est pas forcément la vérité. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, quand ils me disent que j'ai l'air d'avoir la science infuse, non, j'ai bien conscience que je n'ai pas la science infuse. Moi, ce que je vous donne, c'est ma vérité en fonction de mes connaissances, de mon expérience et de l'expérience de mes patients. Après, je suis bien d'accord que peut-être qu'il y a des infos qui me manquent, mais en tout cas, j'ai l'impression d'être plus proche de la vérité qu'il y a quelques années, parce qu'il y a quelques années, pour moi, j'étais totalement à côté de la plaque. Je dis pas que tout ce que j'ai vu est à jeter, même si je le pense un petit peu, et c'est pour ça que je me permets de réagir et de vous montrer une autre voie qui peut être empruntée par rapport à ce que vous pouvez emprunter et qui peut être dans la même vision d'esprit, dans le même état d'esprit que j'étais il y a quelques temps, pour vous montrer que non, ça c'est peut-être pas la meilleure solution, qu'il y a peut-être autre chose qui pourrait être mieux et envisageable pour vous. Après, libre à vous de rester dans de la restriction ou de partir sur de l'alimentation intuitive, peu importe, moi je suis juste là pour vous montrer qu'il existe autre chose. Vous adhérez pas, c'est votre choix à vous, je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu répondre à certaines interrogations que vous avez pu avoir en visionnant peut-être cette vidéo-là. En attendant qu'on se revoit demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse comme d'habitude liker celle-ci, la partager et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.